et des jeunes qui arrivent, mais vraiment incroyables quoi, sur la scène. Ça, je le vois au GFA, au concours des jeunes en général. Le niveau a juste explosé, enfin, c'est aussi bon que le niveau professionnel maintenant. Salut les guitaristes, c'est Benjamin, j'espère que tout le monde va bien pour cette nouvelle édition du Dessous des cordes. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas retrouvé à la Guitaria. Et cette fois-ci, je suis très heureux d'accueillir Thomas Villotto. Salut Benjamin, vraiment très heureux d'être ici après toutes ces années à essayer de planifier ça. On a mis le temps, bah oui. On a mis le temps. Je ne sais pas si la plupart des spectateurs te connaissent, mais tu es un peu le plus américain des Français parce que tu as passé beaucoup de temps récemment aux États-Unis, on va revenir là-dessus. Et moi, j'ai envie si je te caractérise comme ça, c'est un peu comme un débrouillard, un démerdard, parce que tu vas aux États-Unis, tu voyages beaucoup, on va reparler de tout ça, tu crées ton propre label pour sortir tes enregistrements, tu fais tes propres vidéos, tu enregistres tout seul, tu ne demandes pas l'autorisation pour faire les choses, tu composes aussi, et puis le repose-pied ça te convient pas tellement, alors tu construis le support, donc c'est quand même très caractéristique je trouve de ta personnalité. C'est vrai, je n'avais pas pensé à ça comme ça, mais oui c'est vrai, carrément. En fait, le DIY, do it yourself, je le fais avant que le DIY ça soit cool. Et en fait, j'ai toujours trouvé que je pense que c'était. J'adore travailler avec les autres, hein, mais il y a eu très souvent des délais qui m'empêchaient de faire les choses quand je voulais les faire, en fait. Et du coup, j'ai préféré commencer à juste me débrouiller, comme tu as dit, tout seul, quoi. Donc, par rapport aux enregistrements, aux vidéos, tout ça, Et écoute, moi je suis admiratif de ça parce que tu es quand même un peu. Maintenant c'est un peu plus dans l'air du temps quand même. De s'enregistrer, même de créer une chaîne YouTube, etc. Toi, ça fait longtemps que tu as créé ta chaîne YouTube, mais arriver à prendre sa caméra, parce que les gens ne se rendent pas compte, mais ça veut dire qu'il faut apprendre à faire, même pour la vidéo, du montage, comment est-ce qu'on règle les caméras, mais surtout les lumières, comment est-ce qu'on règle plein de choses. Et puis quand on met les nez dedans, plus on creuse, plus on s'aperçoit qu'on ne connaît pas grand-chose et qu'il faut apprendre l'étalonnage, enfin je dis n'importe quoi, mais il y a beaucoup de choses derrière l'écran que vous ne voyez pas, mais qu'il faut apprendre petit à petit. Et c'est quand on aime apprendre, j'imagine que c'est parce que tu aimes apprendre aussi quand même. Oui, et puis tout ça, ça m'intéresse, donc de toute façon, tu vois, j'aime bien le faire, c'est pas une corvée quoi. Je parle à beaucoup de guitaristes qui ne savent pas faire toutes ces choses-là, du montage audio, vidéo, synchroniser tout ça, et c'est toujours un peu la corvée peut-être pour eux, ou des choses qu'ils veulent pas faire quoi, ou dont ils ont peur tout simplement. Et moi, tu sais, j'enregistrais chez ma grand-mère des albums de pop, j'avais 15-16 ans, donc je faisais déjà sur Cubase du montage audio depuis longtemps. Et mettre de la vidéo par-dessus, ça n'a pas vraiment été un gros travail. Puis après, tu sais, tu travailles avec des ingé-sons ou tu vas faire des vidéos professionnelles, tu regardes un peu comment ils travaillent. Complètement. Et puis après, tu fais ton propre truc, quoi. Et alors pour ceux qui débarquent et qui ne te connaissent pas, Thomas Villotto, alors est-ce que tu peux te présenter? Alors Thomas Villotto, bonjour à tous. Je suis guitariste classique, français. Je suis parti de France en 2007-2008. J'ai fait, j'ai roulé ma bosse et j'ai été, j'ai un doctorat de l'université de Rochester à Eastman. Et après finir mon doctorat, j'ai pris un job à Peabody, donc à Johns Hopkins à Baltimore, un job de prof de guitare qui était vraiment super. J'ai fait ça pendant 5 ans. Jusqu'à la naissance de mon fils. Moi et Alexandra, ma femme Alexandra Iranfar Villotto, on a décidé de déménager en France. Donc nous sommes revenus en France, donc je suis re-français depuis l'année dernière, quoi. Donc voilà. D'accord. Et c'est avec grand plaisir que je rentre au bercail. Un peu heureux qui comme Ulysse, tu sais, ça fait vraiment la chanson de Brassens. Tu redécouvres la France, quoi, finalement. C'est ça. Et tu reviens en France, mais pourquoi est-ce que tu es allé aux États-Unis? Parce que c'est quand même pas trop dans la culture des guitaristes et des musiciens européens quand même, classiques en tout cas, d'aller aux États-Unis. Souvent, quand on essaye, parce que tu en parles pas encore là, mais tu es aussi passé par la CNSM, donc tu as fait tout le parcours français finalement, même un peu européen à Vienne, etc. Pas à Vienne, avec Pierre. À Barcelone. Et qu'est-ce qui t'a poussé à aller aux États-Unis? Alors, quand j'ai gagné le GFA, donc on embarque sur une tournée de 7 mois et un des stops, c'était San Francisco. Là. Donc, et je suis arrivé,
Et je suis tombé amoureux de la ville, vraiment, mais complètement. Je me suis dit, c'est pas possible, enfin, c'est magnifique, quoi. Il faut que j'habite ici, il faut que je vive là. Alors que tu connaissais pas les États-Unis avant? Non, pas du tout. Je parlais anglais comme voilà, quand on apprend à l'école, quoi. Donc je parlais très mal. Bon, j'ai appris quand même sur la tournée vu que tu parles pas français, quoi. Donc ça a été, mais ouais, San Francisco, ça a vraiment été la ville qui a changé ma vie en fait. Parce que j'ai décidé de rester. Et donc, je suis passé au San Francisco Conservatory of Music, le SFCM, donc le Conservatoire de musique de San Francisco, avec Mark Teichos. J'étais dans sa classe pendant 1 an et ça m'a donné le visa, en fait. Visa étudiant. J'ai rencontré ma compagne de l'époque, ma copine, et elle était américaine. Du coup, pour décider de rester un peu aux États-Unis, voilà, donc j'avais une extension de visa d'1 an, et puis j'ai utilisé ça un peu, bon, et puis de fil en aiguille, bon, ça c'est resté comme ça. Après, je voulais trouver du travail aux États-Unis, parce qu'à l'époque, vraiment, je pense que si j'avais été un étudiant français, maintenant, je serais sûrement resté. Parce que je vois tellement de guitaristes réussir des choses magnifiques en fait en France, des guitaristes français, qu'à l'époque ça me paraissait pas du tout possible. J'avais l'impression que c'était vraiment compliqué en Bouché, France. quoi. Ouais. Donc ça fait 15 ans, quoi, 15-16 ans. Et je pense que c'est pour ça m'a un peu poussé à partir. Je me disais tiens, je vais trouver du travail aux États-Unis. Bon, pour un travail aux États-Unis, il faut avoir un doctorat aux États-Unis. Bon, ça donne aussi le visa, donc pour rester, etc., etc. Objectif doctorat après, quoi, tu t'es dit ça. Voilà, c'est ça. Après, je me suis un peu embarqué dans le truc. Alors, je m'en souviens que Diens, je lui parlais de ça et il me disait, t'es un peu le Tanguy des études. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je comprends pas, en fait. Quel est ton projet? Parce que tu as eu ton doctorat à quel âge, du coup, finalement? Le doctorat, je l'ai commencé. Alors, ouais, non, mais même le doctorat. J'ai commencé ça en Arizona, le doctorat, mais je suis arrivé, ils m'ont dit non, mais. Parce que moi, avec mon diplôme du CNSM, c'était avant qu'ils changent pour le master. Là. Ok, ouais. Et ils n'ont pas du tout reconnu le truc. Alors moi, je me disais, je vais commencer un doctorat, c'est comme un master, tu vois, au CNSM. Mais en fait, ils disaient non, c'est pas un master, donc il faut que tu fasses un master avant. Mais vraiment, c'est bachelor, master et doctorat. Voilà, donc le CNSM, c'était le bachelor pour eux, quoi. Ah ouais? Ouais. Alors que bon, il n'y avait pas eu les équivalences. Bon. Donc j'ai dû faire un master aux États-Unis. Ok. Donc j'ai passé 1 an là-bas, en Arizona. J'ai commencé le doctorat là-bas, après j'ai continué mon doctorat à Montréal et j'ai recontinué le doctorat à Rochester, dans l'État de New York. Donc tu as changé de prof, enfin d'université pendant 3 fois pour faire mon doctorat. Okay. Donc voilà. Donc le doctorat, ça m'a pris un certain temps et j'ai fini, j'avais 32 ans, je crois, un truc comme ça. Ok. Voilà. Donc, mais c'est ça, j'avais tous les ans, donc je changeais d'école, je disais à Diens, maintenant je suis en Arizona, ah bah tiens, je suis à Montréal maintenant, ah non, je déménage, et il me disait, mais qu'est-ce qui se passe, le Tanguy des études, voilà, c'est ça. Mais bon, il faut dire que tu as eu aussi, tu es rentré tôt au CNSM, donc tu avais un petit peu une marge, c'est pas comme si tu sortais du CNSM à 27 ans, je veux dire. Non, j'avais 20 ans, donc voilà, donc tu avais encore un petit peu de marge, quoi. Ouais. Et c'est quoi les différences, même artistiquement, tu trouves, le monde de la guitare ou même de la musique classique aux États-Unis par rapport en France? Parce que d'ici, on a du mal à percevoir ça. Ouais, on a du mal, un petit peu, mais alors en fait, les deux mondes sont vraiment assez clos. J'ai l'impression qu'il n'y a vraiment pas grand monde qui traverse l'Atlantique. Ça, c'est dû, je pense, en Europe, c'est compliqué de faire des tournées. Pour un Européen de faire des tournées aux États-Unis, tu veux? Non, pour un Américain de faire des tournées en Europe. Parce qu'il faut vraiment planifier. Alors bon, c'est beaucoup plus simple quand on habite en Europe de faire un concert, on rentre, un concert, on rentre, tu vois, surtout si tu habites dans des mégapoles comme Paris. De l'autre côté, c'est compliqué peut-être pour les Européens de faire des tournées aux États-Unis parce que là, il faut les contacts. Et puis il faut le visa aussi. Oui, et le visa, ouais, et le visa, effectivement. Et du coup, ça, quand tu es aux États-Unis, bon, c'est plus simple, bien entendu. Donc tu peux jouer aux États-Unis, il n'y a pas de problème. Donc les mondes de la guitare, maintenant, ils ont vraiment évolué. Je me rappelle quand j'ai commencé à faire des masterclass là-bas sur JFA, du coup, le niveau était beaucoup moins fort que maintenant. Maintenant, il y a des guitaristes vraiment, et surtout les jeunes, qui sont mais vraiment très très forts. Américains ou c'est des jeunes américains, ouais. De partout, hein. Et vraiment, je crois que la majorité des professeurs là-bas, les professeurs qui donnent des cours à des enfants, sont très ouverts d'esprit et dévorent YouTube. Et ils dévorent tous les tutos et les vidéos, ils regardent les meilleurs guitaristes au monde en fait. Et ils arrivent vraiment à être assez humbles eux-mêmes pour donner ça, des choses qu'ils ne font pas eux-mêmes, je pense. Et ça, c'est vraiment super. Et j'ai vu ça vraiment sur des élèves de partout aux États-Unis, même là où il n'y a vraiment pas de bons profs, comme on est. Alors c'est des très bons profs, mais pas des bons des profs guitaristes. pour débutants ou pour intermédiaires. Ouais.
Et des jeunes qui arrivent, mais vraiment incroyables, quoi, sur la scène. Ça, je le vois au GFA, au concours des jeunes, en général. Le niveau a juste explosé. Enfin, c'est aussi bon que le niveau professionnel, maintenant, quoi. Ah ouais? Ouais. Et ça, c'est sur des Américains, sur des jeunes Américains. Super. Ouais. Et même la dimension, je ne sais pas si à Baltimore, tu veux aller voir des concerts classiques. T'en as tous les soirs, t'en as une fois par semaine. Non, bien sûr, tu sais la culture, mais ça, je vais te dire, Paris, c'est Paris, quoi. Donc on ne peut pas vraiment comparer. Il y a Paris, New York, Los Angeles, voilà, pour la musique, hein, on va dire. Si tu n'es pas là dans des centres comme ça, là j'habite à Reims, c'est pas du tout culturellement. Oui, c'est pas comme Paris, non. Voilà, quoi. Donc c'est pas, je peux pas dire non, Baltimore, bien sûr, il n'y a pas toute cette culture, mais après, voilà, je suis à Reims, il n'y a pas cette culture non plus. Donc si t'es pas dans un centre incroyable, de toute façon, ça tu l'as pas. Mais il y avait quand même beaucoup de concerts, bah, surtout à Washington, on était juste à côté, on y allait. Pour le jazz, c'était vraiment super, en fait. Ouais. On allait beaucoup au jazz shows, quoi. À Washington et à Baltimore aussi, là il y avait vraiment une super scène, quoi. Et je veux dire, quand toi tu t'es dit, je vais être prof aux États-Unis, je vais avoir mon doctorat. Ouais. J'imagine que c'est quand même une petite partie qui vont jusqu'au doctorat en guitare, non? Enfin, par exemple, parce qu'en France, disons, il y a quand même quand on est guitariste et qu'on veut en faire son métier, le premier débouché, quand même, il faut être honnête, c'est l'enseignement. Alors, on fait l'enseignement, on donne des concerts en plus à côté, ou alors, si on a de la chance, on donne beaucoup de concerts, on enseigne moins. Mais je veux dire, on peut passer un diplôme d'État et enseigner dans une école de musique, un conservatoire municipal, et puis gagner correctement sa vie, etc. On a nos 20 heures par semaine, c'est assez structuré. Est-ce que, par exemple, pour tous les guitaristes qui veulent devenir professionnels, sans avoir le niveau GFA, aux États-Unis, c'est possible quand même de s'en sortir? Alors, de moins en moins, j'ai l'impression. Ah ouais. Je pense le rêve, moi quand j'y suis allé, je voyais mes professeurs en fait à l'université qui gagnaient incroyablement bien leur vie. Je me disais mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent des cours de guitare. J'arrivais pas à comprendre comment on arrivait à gagner des salaires pareils en donnant des cours de guitare, quoi. Du coup, ça m'a mais ça, je suis pas tout seul. Tu t'es dit moi aussi, quoi. Voilà, moi aussi. Voilà. Très du truc, non mais bon, c'est des jobs qui sont vraiment pas comme ici, quoi. En Europe, hein, je parle. Enfin, peut-être, ouais. Bon, il y a des endroits en Europe, mais là, tu arrives, tu as ton bureau. Tu vois, c'est un peu comme ici, tu vois, c'est la salle du prof. C'est genre. T'es hors du monde, quoi. Voilà, c'est ça. C'est la machine à café et tout. Tu vois, c'est pas comme ici, quoi. Donc je me disais putain, c'est vraiment cool. Et du coup, maintenant, après avoir fait 5 ans à Peabody comme ça, donc c'était vraiment bien, mais je vois de moins en moins ces postes de professeurs à plein temps. Donc c'est vraiment cette génération de mes professeurs qui ont maintenant la soixantaine, qui partent à la retraite, on va dire. Elle n'est pas remplacée par des profs à plein temps. Elle est remplacée par des profs adjuncts, qui s'appellent comme ça, c'est des professeurs payés à l'heure. Sans le bureau, sans tous ces salaires, machin. Et donc ça coûte beaucoup moins cher à l'université parce qu'ils n'ont pas besoin de leur payer l'assurance maladie, ils n'ont pas besoin. Enfin, tu fais, il y a pas du tout. Mais c'est des contrats à l'année, quoi. Du coup, t'as des élèves qui se présentent, t'as des heures. Voilà, c'est ça. Si t'as qu'une heure, t'es payé 100 balles par mois. Donc c'est pas, voilà, c'est pas la panacée non plus, quoi. D'accord. Même avec un doctorat. Même et je peux dire qu'il y a vraiment énormément de gens qui passent leur doctorat, quoi, en guitare. Et moi, en tant que, j'arrivais avec le GFA, je me présentais j'avais gagné le GFA, Tarrega, j'avais écrit un livre. Les plus gros concours du monde, disons. Ouais, des gros concours, des gros trucs, quoi, tu vois. Je fais des tournées, puis j'arrive et je me présentais à ces jobs et j'étais toujours non, vous n'avez pas de doctorat, tu vois. Je me dis je retourne faire un doctorat. Et là, mais ça a foutu un peu un froid parce que mes classmates, les gens qui étaient dans ma classe en doctorat, se disaient mais comment on va faire, quoi. Parce que eux, ils n'avaient pas le GFA, ils n'avaient pas fait le Tarrega, enfin ils n'avaient pas la carrière en fait. Ils se disaient je vais faire un doctorat pour avoir le poste de prof. Et il y avait les jobs qui indiquaient qu'en fait maintenant il faut la carrière et le doctorat, tu vois. Et du coup c'est super compliqué, quoi, parce que là il y a quand même tout un. Enfin, c'est compliqué à réaliser, quoi. Tu te dis quand t'es voilà, quoi. Ouais, il y a énormément de doctorants, mais il n'y a pas beaucoup de postes. Et des postes à plein temps, encore moins. Donc en fait, c'est devenu un peu dur. Donc restons en Europe, alors. Voilà, l'Europe, c'est tout. Finalement, c'est pas si mal. Non, c'est pas si mal. C'est vraiment la qualité de vie, quoi. Et qu'est-ce que j'ai? Alors sur ton site internet, dans ta bio, tu mets Thomas Villotto aime brouiller les pistes.
Ah ouais, c'est vieux ça. Alors, non, mais t'as un super site internet, allez le voir évidemment, où on te voit sur un canapé avec ta guitare classique, hyper bien, avec le costard bleu et tout, et puis avec une guitare électrique. Et alors, en quoi est-ce que tu brouilles les pistes? Parce que là, on parle de guitare classique, dans ta présentation, tu me dis je suis guitariste classique, mais c'est quoi la part de guitariste électrique qui est en toi finalement? J'aime pas me limiter à vraiment à une seule chose et j'ai jamais aimé. Et ça, je pense que ça m'a fait du tort dans ma carrière, on va dire, parce que la guitare classique, il y a vraiment. Là, je faisais l'apéro avec une connaissance et elle me demande ce que je fais dans la vie. Bon, je suis guitariste classique. Ah, Asturias. Oui. Oui, bien sûr. Alors, j'ai jamais joué à Asturias. Tu vois le truc? Non, ouais, je te dis tout à l'heure, je suis venu chercher ma première guitare ici. On m'avait donné la partition Asturias, je l'avais pas appris à l'époque. Donc... Ah, moi, c'est le premier tuto que j'ai fait sur la chaîne. Ah, mais il faut que je l'aille voir du coup. 50 000 vues, boum. Ah ouais. Donc, il faut que je la joue, quoi, cette pièce. Mais c'est ce que je te dis, c'est l'image de la guitare, c'est ça. Asturias, Recuerdos, des choses que moi, en fait, ne m'intéressent pas plus que ça. Mais qu'est-ce qui t'intéresse? C'est quoi ton répertoire de prédilection? Alors, en fait, j'ai vraiment une personnalité OCD, là, compulsif, obsessif compulsif disorder. C'est que je suis vraiment, je me passionne, mais vraiment, ça me consume. Et puis, 6 mois plus tard, tu lâches quoi. C'est comme si il n'y a plus l'amour du tout, quoi. Et donc j'ai des répertoires comme ça où je vais, des fois c'est romantique. Enfin, j'ai eu une période, voilà, c'est que la romantique, le truc baroque. Enfin, c'était vraiment à faire des designs de guitare ou peut-être où est-ce que je vais l'acheter et tout. Maintenant c'est plus moderne. Bon, voilà, j'écris mes pièces maintenant beaucoup. Donc je passe de l'un à l'autre et j'aime pas vraiment me cantonner à un truc. Enfin, pour moi, le pire des cauchemars, c'est de jouer donc cette image de guitariste classique toute ma vie. Enfin, j'y arriverai vraiment pas, quoi. Je trouve ça tellement inintéressant que enfin, artistiquement parlant, je serais vraiment pas à m'y retrouver, quoi. Donc bon, peut-être que j'aurai une carrière beaucoup plus développée, enfin, je sais pas. Moi, ça ne m'apporterait pas vraiment de plaisir d'avoir une carrière sans avoir vraiment la moelle, tu sais. Bien sûr, ouais. Après, oui, il y a différentes approches. Par exemple, on parlait avec Thibaut Garcia qui disait que je lui demandais, voilà, il y a Asturias, est-ce que les organisateurs, parce que c'est les organisateurs qui organisent des concerts, donc est-ce qu'il y en a qui veulent tous Asturias? Il me dit parfois oui, parfois non. Alors des fois, et puis lui il aime bien ça, c'est un peu son répertoire aussi, mais il faut arriver, en tout cas pour lui ce qu'il fait, c'est qu'il en met un petit peu, et puis il délivre quand même des choses très originales, quoi. Ça pose la question quand même essentielle de savoir quel est son point fort et qu'est-ce que tu veux développer en tant qu'artiste. Je trouve qu'on peut mettre longtemps, je trouve, à se trouver, à se dire qu'est-ce que moi j'aime jouer et puis qu'est-ce qui me correspond le plus, non? Parce que là, en ce moment, j'ai l'impression que ça y est, de loin, hein, j'ai l'impression, je te vois de plus en plus écrire, en tout cas, tu communiques plus là-dessus sur des compositions. On se dit, ah, ça y est, il s'assume plus en tant que, je sais pas, guitariste, compositeur. Ouais, ça, carrément. Non et ça, donc je disais à Arnaud tout à l'heure, c'est quelque chose que je faisais, même étant très jeune, en fait. J'ai toujours écrit de la musique. Ouais, je m'en souviens même. Dès que j'ai commencé à faire de la guitare, j'avais des petites partitions, j'écrivais de la musique et tout, mais j'avais jamais j'avais peur, quoi. En fait, peur de quoi? Peur, de mettre de la musique en avant, de se dire c'est pas assez bien, quoi. Et ça, c'est vraiment l'éducation conservatoire bête et méchante, quoi. Où il y a Beethoven et Mozart et des génies, et puis on va pas rajouter de la mauvaise musique sur, tu vois, c'est un peu ça. Est-ce que je suis légitime? Voilà, c'est ça. Ouais, est-ce que c'est légitime? Est-ce que je me sens machin? Est-ce que c'est assez bien? Et puis, je pense que les États-Unis, ça m'a vraiment ouvert l'esprit par rapport à ça. Parce que c'est beaucoup plus libre. Alors sur la tournée de JFA, je vais te dire un truc, j'avais mon Axos que je vendais après mes concerts, et puis un CD de pop que moi j'avais enregistré. Ah ouais? C'est ma grand-mère, du coup. qui était enfin, j'aime bien encore, hein, j'écoute le truc, c'est un peu de la folk, tu vois, c'est sur une guitare folk avec je chante et tout. Ok. Sur des poèmes de Walt Whitman et tout, enfin bon, c'était voilà. Et les gens savaient pas trop ce que c'était et tout.
Et je m'en souviens, j'avais écrit à la manager du GFL, je lui disais est-ce que tu crois que je pourrais vendre des CD comme ça en France, je sais que ça passerait pas, mais je peux aux États-Unis, machin. Tu vois, je me disais déjà, je le ferais pas ça en France. Et je suis arrivé aux États-Unis et je le faisais, les gens demandaient c'est quoi ce truc, je suis surprise, tu sais. Ils ont halluciné. Ils achetaient quand même quoi. Ouais, ils achetaient, ouais. Bon, après ils savaient pas ce que c'était, tu vois, ils mettent dans la voiture, ils se sont dit que. Mais je veux dire, ils achetaient un disque, non, ils savaient pas ce que c'était. Ouais, c'est ça, ouais. Déjà la prise de risque. Donc ça, c'est un truc que je pense les États-Unis m'a un peu décomplexé là-dessus, et qui est tant mieux. Et puis durant la pandémie, donc on était à la maison, et puis là, je me suis dit bon allez, tu sais. Grâce au Covid finalement, un peu. Ouais, peut-être je pense grâce au Covid, j'en sais rien, mais j'avais un peu plus le temps d'écrire, donc j'écrivais. Et puis après, j'écrivais une pièce pour guitare, puis je me suis dit, bah tiens, je vais l'enregistrer, quoi. Puis j'ai fait une vidéo, puis bon, voilà, depuis en aiguille. Il se passe rien de spécial, de mauvais voilà, en tout c'est cas. ça, ouais. C'est marrant, les gens réagissent, tu sais, ils me disent pas, mais qu'est-ce que tu fais, remballe tout de suite ton truc, là. Non, mais c'est le fameux syndrome de l'imposteur. Syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que j'en parlais même avec Sébastien Linares, tu sais, qui présente sur France Musique, etc. On en parlait, et puis je disais, même moi, quand j'ai fait la chaîne YouTube, au début, je me suis dit, mais est-ce que je suis légitime et tout, alors que bon, voilà, normalement ça va, et il faut se lancer, puis finalement, c'est en faisant qu'on apprend, et puis il faut accepter que. Ouais, c'est ça. Et puis il faut accepter on fait ça pour soi aussi, on fait ça pour les autres, on fait ça pour soi, et puis. Non, c'est ça, faut être honnête avec soi-même et faire ce qu'on aime, en fait. La vie est courte, et si tu te mets des barrières, tu sais. Bon, c'est difficile la vie d'artiste, hein, mais. Ouais, puis certaines étapes dans la vie, je trouve. Peut-être qu'on a les mêmes étapes dans la vie au même moment, et moi je sais que ça fait où tu dis, bon, en fait maintenant je fais ce qui me plaît. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais, faut se prendre un peu moins la tête peut-être. Mais ça, j'ai essayé en tout cas à Peabody de vraiment l'amener à mes élèves, quoi. D'ailleurs, il y en avait qui écrivent toujours la musique, mais vraiment super. Et vraiment, je les poussais à faire ça. C'est un truc que moi, j'ai pas eu dans mon éducation, quoi. Et puis il faut dire aussi que, je sais pas si j'ai déjà fait le jury au CNSM, etc. Et puis évidemment, ils ont tous leur personnalité, etc. Mais c'est pas un truc qui est non plus hyper valorisé, je trouve, en Europe. C'est-à-dire que on fait les études, on fait le CNSM, on fait bien, même gagner les concours finalement. Parce que quelqu'un vient un peu avec ses personnalités, mais finalement ceux qui font des concerts, les grands noms en France de ceux qui font des concerts toute l'année, ils ont quand même une personnalité assez forte. Oui. Et c'est pas forcément ce qu'on développe finalement au conservatoire, même dans un master, quoi. Ouais. Et ça, c'est tout le monde de la musique classique qui est un peu en crise, hein, je pense. Parce que, enfin en crise, on continue, mais quand tu vois le public, ça retourne, ça vieillit, quoi. Après, il y a, je pense, un côté qui est pour moi, c'est juste que cette musique est pas toujours très personnelle, donc c'est ça que tu dis, la personnalité. Tu vas quelque part, tu vas dans un concert, c'est pour voir quelqu'un, quoi, faire quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, quelque chose qui va être un moment, quoi. Et on est, nous, entraînés à faire quelque chose de complètement froid, rigide et répétitif, en fait, qu'on est censé répéter toujours exactement la même version du truc. C'est un peu dur, mais ouais. On t'apprend les codes, en tout cas, ouais, c'est ça, quoi. En tout cas, moi, jamais personne m'a dit, j'en ai beaucoup des professeurs, et jamais personne ne m'a dit, il faut que tu sonnes comme toi, quoi. Tu sais, il fallait toujours que, écoute, tu joues cette pièce, il faut que ça soit phrasé comme ça tu le mets comme ça, et tu rentres dans ta chambre et tu essayes de faire tout bien, et tu essayes que ça soit exactement comme ça au concert, quoi. Tu vois, c'est ça que je te dis, il faut que ça soit répétitif et les trucs. Le but un peu dans la vie d'un musicien classique, en tout cas moi, comme je le voyais, c'est de faire toujours le même concert aussi bien que possible. Et en fait, on n'y arrive jamais, donc on est toujours frustré, voilà. Hein. C'est un peu ça le truc. Hein. Parce que le but, c'est de faire tous ces concerts comme aussi parfaitement que tu joues dans ta chambre. Et tu arrives sur scène et ça n'arrive jamais, bien entendu. Et tu es toujours frustré, quoi. Alors, au lieu d'avoir vraiment une approche, dès que tu es étudiant, dès que tu commences à se dire c'est un truc de neuf, un truc nouveau, comme au jazz, quoi, tu sais. Il faut que ça soit quelque chose qui soit frais, quoi. Neuf. Et là, tu arrives au concert, tu joues quelque chose, et quoi qu'il se passe, de toute façon, c'est un moment unique, et c'est génial, quoi. Mais bon, ça n'arrive pas trop. Et après, il y a une question de mentalité du public aussi, qui s'attend à certaines choses. Et du coup, tout ça, c'est un peu compliqué. Et alors, pour revenir à quand tu étais enfant et puis à tes études, etc., j'ai vu que tu vivais sur un voilier avec tes parents. Et
c'est quoi la vie quand t'es gamin C'est sur quoi un voilier? Bah c'est super, c'est vraiment bien. Faites ça chez vous. Ouais, faites ça chez vous, ouais. Ouais, ça c'est... Mes parents avaient acheté une coque nue de bateau quand je suis né, à ma naissance. Et l'ont construit, donc c'était une construction amateur d'un voilier de 11-12 mètres de long. Et donc j'ai grandi à peu près dessus. Et puis après, donc c'est ça, on était à Barcelone sur le voilier. Ah, ils t'ont suivi pendant tes études à Barcelone, Bah, moi Paris? je les suivais quoi, donc c'était pas vraiment pendant mes études, mais bon, comme le bateau était à Barcelone, on avait vécu 3 ans à Barcelone, donc j'étais à l'école là-bas, au conservatoire là-bas. C'est là que j'ai connu Alvaro Pierri, Maïté Robio, ma professeure, Joanne Fouriot, enfin des gens vraiment super quoi. Et après, il était temps de revenir à Paris pour les professeurs, c'est là que j'ai rencontré Alberto Ponce, les stages à la CUM, et puis Diens. Et ils étaient à Paris, donc c'était vraiment le centre. Et donc le bateau est revenu au port de l'Arsenal. Ah ouais. Et donc j'étais sur le bateau, toutes mes études à Paris aussi, quoi. Trop bien. Et t'avais pas de frères et sœurs, quand même, parce que ça, Si, c'est pas j'ai très une grand. sœur, ouais. Ouais, c'est pas très grand, non. Mais bon, c'est... Ils aimaient la guitare, ça va. Ouais, ça va, ouais. Enfin, des fois, le soir, j'entendais ma sœur de l'autre côté du bateau. Ouais, elle voulait que j'arrête un peu, mais... Donc t'as vu Alberto Ponce, Ouais. enfin t'as eu comme professeur Alberto Ponce, Alvaro Pierri, Judicaël Perrois, Ouais. Roland Diens. Ouais. Qu'est-ce que tu retires peut-être pas de chacun d'eux, mais en tout cas de la plupart, parce que c'est quand même des grands noms, des grands professeurs. Ouais. On a reçu Judicaël Perrois ici, évidemment. Qu'est-ce que tu retires, toi, de... Bah alors, plein de choses, bien entendu. Déjà, j'ai eu vraiment beaucoup de chance d'étudier avec tous ces professeurs. Enfin, ils étaient vraiment tous vraiment très très différents. Et je les ai tous rencontrés vraiment à une période de ma vie, je pense, qui était vraiment... Bon, après, c'était des profs tellement bien que de toute façon, sur chaque période de ma vie, ils m'auraient apporté ce que j'avais besoin, tu vois, ce dont j'avais besoin. Mais par exemple, Judicaël, j'ai rencontré quand moi, j'étais déjà un bon guitariste. Enfin, il m'a vraiment boosté, tu vois. Et c'est lui qui m'a donné vraiment confiance, je pense, en moi. J'avais une guitare qui était pas super, il me disait mais ta guitare elle est pas de ton niveau. Tu vois, je réalisais pas toutes ces choses-là, tu vois. Et il m'a vraiment apporté cette vision de moi-même en fait que j'avais pas. Je faisais ça en dilettante un peu, tu vois. C'est lui qui m'a dit va au JFL, tu sais. Moi je me dis mais t'es sûr, j'ai le niveau. Il me dit, ben oui. Enfin c'est lui qui me poussait, tu vois. Puis il était vraiment bien quoi. Donc Alvaro, je l'ai eu, ouais, enfin tous mes professeurs, ils m'ont vraiment apporté énormément de choses. Alors le truc qui était intéressant, je pense, c'est que si je les compte, je crois que j'en ai eu 8 ou 8 Ouais, je vois sur ton site internet, tu mets la liste de tous tes profs. Ouais, c'est beaucoup, ouais. Et ils sont tous vraiment différents point de vue technique et leur approche de la musique. Et ils jouent tous très très bien. Ok. Alors qu'est-ce que je fais? Non, mais en fait c'est très intéressant parce que moi pédagogiquement c'est ce qui m'attire le plus et je pense que c'est ça que j'en retire. Et puis maintenant, enfin c'est difficile de dire le contraire, c'est qu'on peut jouer la guitare très bien de plein de façons différentes en fait. Et ça, j'en ai parlé avec beaucoup de bons professeurs, de grands noms, et ils sont pas persuadés, tu vois. Mais moi, j'en suis vraiment convaincu parce que je l'ai vécu avec tous mes professeurs. Et puis je le vois, quoi. Il suffit d'ouvrir YouTube et voilà, quoi. Donc ça, pédagogiquement, ça a été vraiment je le voyais peut-être pas, j'étais peut-être pas conscient du truc, mais ouais, c'était tellement différent, mais diamétralement, quoi. Enfin, je veux dire, je suis passé d'Alvaro Pierri à Alberto Ponce, quoi. Enfin, ouais. Pierri, il va tout en pincer, Ponce tout en buter. Avec très peu d'ongles, enfin, vraiment un esthétique de son différent. Ouais, aussi, le son, vraiment, c'est des univers différents, quoi. Et en parlant de technique, alors revenons, parce qu'on n'a pas parlé aussi du fait que tu as publié un livre de technique, oui. La boîte noire, à 25 ans? Ouais, j'étais jeune, ouais. Alors comment est-ce qu'on arrive à publier un livre de technique à 25 ans? Parce que, ouais, disons quand même que t'es quand même, enfin pour moi t'es un peu le guitariste qui joue hyper propre, presque chirurgical et tout, t'as l'impression que, enfin moi c'est l'image que j'ai de ton jeu, tu vois, enfin c'est que avec Thomas, c'est nickel, quoi. Ah ouais, c'est marrant. Ouais. Ouais. Bon, c'est bien. C'est bien. Et mais du coup, tout s'explique aussi que parce que tu aurais pu écrire, je sais pas moi, un bouquin sur le phrasé de Fernando Sor, j'en sais rien. Non, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, que j'ai déjà écrit d'ailleurs. Tu reviendras pour le présenter. Ouais. Non, ouais, ce livre de technique, alors je l'ai écrit assez rapidement.
Mais je voulais vraiment tout mettre et je pense que c'était mon expérience sur la tournée au JFA à donner des masterclass où je répétais toujours les mêmes trucs. Bienvenue dans la pédagogie. Voilà le truc. Bon, maintenant ça me paraît, enfin c'est normal quoi. T'es professeur, c'est normal, tu vois. Mais bon, je me suis dit tiens, je vais le mettre dans un livre comme ça. Bon. Alors j'ai mis tous les chapitres. Enfin mais je pense que c'était une approche plus et c'est un petit peu comment on dit, une approche globale de toutes les choses qui m'ont été offertes par tous ces professeurs, on va dire. C'est une genre de... Ouais. On va dire que c'est ça, c'est un melting pot. Et c'était un peu pour toi aussi, pour faire le point aussi peut-être, non? Parce que... Non, même pas, non, vraiment pas. Non, j'avais l'impression de... Je pense que tout ça c'était clair dans ma tête. Ouais. Parce que c'est rare quand même à 25 ans d'être au clair sur comment fonctionne la main gauche. Ouais, alors après j'avais 25 ans, j'étais jeune, mais tu sais, il y avait des heures de travail. Hein. Ah enfin, bah je veux dire, il y avait des... Donc bon, je le connaissais déjà l'instrument, si tu veux, j'étais jeune, mais j'étais pas j'avais quand même de l'expérience. Par rapport à l'instrument. La musique, le manche, bon, hein, on en reparlera, mais l'instrument je le connaissais, enfin la physicalité du truc. Donc ouais, et le livre, je pense, je l'ai pensé plus dans une approche pédagogique un peu, globalement, pour faire un peu ressortir tout ce que moi je pensais à l'époque. Et si tu veux me montrer un exemple, c'est quoi la philosophie? Parce que tu me dis c'est dans une philosophie un peu générale. C'est quoi, si tu devais définir un peu ta philosophie générale de technique, c'est quoi ton la technique, moi je trouve pas ça compliqué en fait, hein, la technique de guitare classique. Non mais c'est... c'est rare parce que c'est bien pour toi. Non mais c'est compliqué parce que c'est un instrument qui est très dur à jouer. Alors, on va pas se mentir, c'est hyper dur asymétrique, à jouer. Ouais. Des fois, je fais des blagues et tout, mais c'est qui? Enfin, c'est un alien qui a fait l'instrument en fait. Je sais pas d'où ça découle, mais bon, enfin bref. C'est pas fait pour le corps humain en fait. Mais bon, ceci dit, la technique de guitare classique, à mon avis, c'est pas très très compliqué. La main gauche, elle est droite. De dire parallèle. Ouais, parallèle aux cordes, quoi, aux manches. Déjà ça, enfin, t'as tout réglé en fait sur la main gauche. La main droite, c'est là que c'est un petit peu plus compliqué. Alors par rapport à l'angle, là encore, j'ai tout vu, haut, bas, machin. Bon, il y a de tout et tout sonne très bien. En face des cordes, comme ça, encore une fois, il y a de tout. Plus perpendiculaire, ça marche très bien pour les gammes, pour le buté, pour le trémolo et les arpèges. C'est vraiment super parce que tous les doigts sont vraiment là. Là, c'est plutôt, ça va changer le son, hein, plus un son plus rond. La main droite, c'est personnel, c'est l'expressivité, c'est la voix du musicien. Donc là, j'ai moins d'a priori, je laisse vraiment, enfin quand je te parle d'élèves, je les laisse faire. Bon, s'il y a vraiment des mouvements, voilà, on essaye de régler tout ça, mais je suis pas trop strict sur la main droite par rapport à ça, mais la main gauche, ouais, c'est vraiment, mais je te dis, c'est simple, c'est vraiment juste de la garder droite. Et ça, déjà, c'est de là que tout coule, quoi, parce que si tu as vraiment ça à droite, tu vas pas jouer comme ça. Déjà, ton coude, il est à peu près bien réglé. Bon, la position, c'est le truc number one, hein, ça. Si t'as pas une bonne position, de toute façon, ça réglera rien, tu tiens comme ça, tu vois. Donc déjà, en réglant la position et en mettant la main gauche parallèle aux cordes, tu as tout réglé sur la main gauche. Au final, c'est ça que je te dis, c'est pas compliqué, quoi. Après, c'est de pas bouger les doigts, machin, mais tout ça, c'est du travail lent et précis. Tu bouges le doigt juste quand on a besoin. T'appuies pas trop fort. Ouais, toutes ces choses-là, ouais. Bon, après, ça bien sûr, mais ça se règle. Mais... Et ça, c'est dans ton bouquin, t'as plein d'exercices où tu dis, là, faites attention à bien placer. Ouais, alors dans le bouquin, il n'y a pas d'exercice. Parce que à l'époque, j'étais anti-exercice. T'en faisais pas toi, c'est pour ça? Non, j'en ai jamais. En fait, j'en faisais pas. Ouais, alors c'est le truc, tu sais, on pose la question, tu fais de la technique, tu fais de la technique. Bon. En France, c'était un peu la bête noire, la technique, tu sais. À l'époque, en tout cas. Bon, il y en avait qui en faisaient, mais bon, je pense globalement, enfin, ce que je vois de l'extérieur par rapport aux guitaristes français, on a un peu une technique à l'arrache. J'appelle ça comme ça. Où tout marche très bien, mais on est obligé de travailler un peu beaucoup, surtout sur la main droite. Mais ça donne une voix vraiment personnelle, et ça c'est super. Il y a d'autres écoles où c'est beaucoup plus carré, plus simple, mais du coup ça efface pas mal de détails.
Mais ouais, à l'époque, j'étais pas du tout. Alors, il y a un truc marrant, c'est que j'étais jeune, comme tu as dit, et je travaillais énormément. J'avais pas d'enfants, j'étais pas marié, j'avais pas vraiment de travail. Tu sais, je faisais des concerts, donc je travaillais beaucoup. Et quand tu travailles beaucoup, Beaucoup, c'est combien d'heures par jour pour que les gens se rendent compte? 4, 5, 6. Enfin, tu sais, je travaillais, quoi. Et t'es entraîné tout le temps, en fait. T'as pas besoin de faire d'exercice. Enfin, tu sais, tu vas pas. Ça paraît débile, quoi. Tu fais un exercice, tu dis bon, voilà, pourquoi, tu sais. Ça marche. Voilà, ça marche. Pour jouer plus vite, peut-être, j'aurais pu faire des trucs, mais bon, non. Enfin, tu vois, t'as fait une bonne technique. Maintenant. Tu bosses moins, donc. Voilà, je bosse beaucoup moins. Voilà, il y a les enfants, il y a le mariage, il y a l'appartement, il faut nettoyer. Tu vois, quoi. Donc, je travaille. Quand j'arrive à prendre la guitare, c'est déjà un exploit, tu vois. Et là, il faut que je fasse de la technique. Parce que maintenant, il faut vraiment que je passe une demi-heure par jour ou quelque chose comme ça à faire de la technique. Parce que là, c'est du fitness, quoi. C'est vraiment ça. La technique, c'est mon fitness. Et si je le fais pas, en fait, je vais pas trouver un bon workout, tu sais, pour tout, quoi. Faut se régler, quoi. C'est comme ça que tu te règles aussi. Ouais, un peu meilleur, tu tiens un moment, bien, ouais. Et du coup, je fais 2-3 exercices, des petits trucs bêtes et méchants, mais qui me... Tu peux en montrer un là, pour les gens, comme ça ouais, alors là, j'ai les doigts gelés, mais... Qu'est-ce que tu fais quand tu as les doigts gelés, tu vois, alors, tout con, je commence avec des liés comme ça. Et encore une fois, là, tu vois, c'est essayer de garder la main droite et de juste faire le lié avec le doigt, voilà. Je fais des trucs comme ça, je fais... celui-là, j'aime bien, ça c'est pour les muscles interosseux dans la main. Celui-là, j'ai fait un petit peu le design de cet exercice pour vraiment, tu vois, ça bouge chaque doigt. Donc plus indépendamment possible, quoi. Ouais, voilà, donc ça muscle les muscles interosseux qui régissent ces mouvements-là qu'on fait vraiment pas beaucoup. Mais ça aide énormément. Enfin, quand tu es vraiment bien en forme comme ça, c'est plus simple à jouer, quoi. Des gammes. Une gamme de sol toute conne, ça je la fais tout le temps. Villalobos. La première étude de Villalobos. Et puis voilà, quoi, pour la main, machin, des speed bursts. Merde, je vais mettre un copain sur la guitare. Elle est très belle d'ailleurs. Une guitare de Jean-Marie Fouilleul. Fouilleul, ouais. Et en vendre à la guitare, bien. Oui, à vendre à la guitare, qui est vraiment magnifique cette guitare. Des speed bursts, voilà, sur une corde, sur 2 cordes, rasgueados, que je vais pas faire ici. Des choses comme ça, quoi. Et ça me prend pas très longtemps, hein. Ça je fais 10-15 minutes et basta, quoi. Et après, je peux commencer à bosser le répertoire, quoi. Ok. Voilà. Mais ça, j'ai vraiment vu une différence, quoi. Par rapport à quand je le fais et quand je le fais pas, il y a une différence énorme. Maintenant, parce que je fais plus 5 heures par jour encore. C'est bien parce que c'est ce que j'essaie de dire à mes étudiants, enfin c'est ce qu'ils font, hein, tous mes étudiants évidemment, quoi. Oui, puis c'est ce que je dis aussi sur la chaîne, ceux qui suivent, ils savent que ça permet aussi, même, moi je sais pas, mais même pour te tailler les ongles, tu te fais une petite arpège de Villalobos, tu vois tout de suite si ton annulaire il est trop long, quoi. Enfin, il n'y a pas besoin de commencer une pièce et au bout de 20 minutes se dire attends, j'attends 10 minutes de me faire. C'est pas une fois où on en est aussi, je trouve que même quand on est chaud, finalement quand on est chaud, on passe moins de temps, quand on a beaucoup travaillé, et puis quand on est froid, on y passe plus de temps, quoi. Ça nous régule un peu comme quand on fait du sport finalement. Exactement, c'est vraiment pareil. C'est pareil. Qu'est-ce que je voulais dire, en tant que prof, t'étais quoi comme type de prof Je suis très... Enfin, tu es, est-ce que tu étais, tu es? Non, je suis, je fais encore des cours, mais c'est des cours privés du coup. Non, je suis très... j'adore la pédagogie, la guitare, j'adore vraiment... je suis passionné là-dessus, et ça, c'est pas un truc qui change tous les 6 mois. Je suis très ouvert. J'essaye vraiment, et surtout quand je connais les pièces, de réécouter la pièce, quoi. Pas d'essayer de projeter sur... En plus, c'est des trucs que j'ai joués moi-même, enfin tu vois comment ça. Oui, c'est dur, hein, ça. C'est dur, ouais, mais bon, j'essaie vraiment. Techniquement, la main gauche, quoi. Mais très, s'il y a des choses à changer chez les élèves, je vais être vraiment très sournois. Ça veut dire que je vais pas être dans la confrontation. Ça va me prendre un peu plus de temps, mais je préfère avoir la confiance d'un élève. Plutôt que d'avoir des confrontations, de dire... Parce que
la majorité des élèves auxquels je donne cours sont déjà formés. Alors ils arrivent avec quelque chose, si toi tu leur dis mais pourquoi tu fais ça, c'est pas bien. Tu sais, c'est des années de quelqu'un qui leur a dit, quelqu'un qui respectait, peut-être ils ont eu un professeur qu'ils étaient très attachés, et toi tout d'un coup tu arrives et tu leur dis un truc, tu vois. Donc il faut quand même essayer d'être un peu, passer par des chemins un peu, pour arriver à ce qu'ils puissent changer par eux-mêmes. Ah bah, c'est le principe de la pédagogie. Enfin, faut pas qu'il change pour toi, parce que sinon, une fois qu'il est parti, bien sûr, c'est et ça, fini, c'est donc les rendre indépendants, et puis une ouverture d'esprit, peut-être, j'espère leur apporter ça. Ça veut dire moins de règles. De vraiment, en fait, j'ai fait beaucoup d'études. et c'est très bien d'emmagasiner le doctorat, ça a été un truc super pour moi, surtout parce que j'ai fait un mineur en musique, early music. Musique baroque. Oui, musique ancienne, voilà. Musique ancienne. Avec Paul Odette. Ok. Et du coup, j'étais son assistant pendant 3 à 4 ans, tu vois. Et c'était vraiment ça. Ouais. C'était vraiment bien, vraiment bien. Et du coup, j'ai appris tellement de choses en fait sur la musique ancienne. Et ça m'a vraiment donné beaucoup plus de liberté en fait. Tu vois qu'avant je me disais mais qu'est-ce que je fais, des règles, qu'est-ce que machin. Et en fait le plus tu t'emmagasines, à la fin tu es beaucoup moins stressé parce que tu fais tes propres choix quoi. Enfin tu connais, tu sais et autant que faire se peut. Et puis t'as pas vraiment le sentiment que tu dois faire. Tu sais que tu dois adhérer à des règles précises. Enfin, c'est toi qui l'as le savoir. Et du coup, Mais est-ce que c'est pas le fait une fois que tu sais, c'est là où tu peux t'émanciper un petit peu quoi. Est-ce qu'il faut quand même pas passer. C'est vraiment ça. Parce que il y a le discours aussi, tu sais, ce qui est pas le tien, je pense, mais qui est de dire ouais, mais de toute façon, toutes ces règles là, ça empêche d'être libre, etc. Moi, je pense que c'est comme en peinture ou quoi. Quand tu sais, par exemple, comment les fondements, je sais pas moi, d'une fugue de Bach est faite. Après, quand toi tu t'écris dans le style de Bach et que tu le développes, bah, tu sais de quoi tu pars. Quoi. Je parle de ça parce que dans le lumière électrique, c'est ça, tu pars de thèmes de Bach, etc. Enfin, de sujets, etc. Mais voilà, c'est parce que tu les connais, c'est pas parce que j'ai entendu ça, tiens, ça ressemble, et puis je fais de la soupe un peu mauvaise. Quoi. Donc c'est pour ça que, moi en tout cas, je sais pas toi, mais moi je pense que c'est bien de connaître à fond quand même un style, etc. pour pouvoir justement après être libre et connaître les vraiment, tu as mis en mots ce que moi je voulais dire tout à l'heure, c'est vraiment ça. Très bien. Et je voudrais qu'on revienne un petit peu sur le côté un peu démerdard. Parce que, alors déjà, tu enregistres tes propres disques. Alors, comment tu as appris à enregistrer tes propres disques? Ou du micro Alors ça, j'ai fait le Naxos avec Norbert Kraft, qui est quand même référence. Voilà, une grosse référence. Et donc j'ai vu un peu comment il bossait. Je lui ai écrit encore. Pour lui poser des questions, lui demander des trucs, pour lui envoyer. Mes parents m'ont acheté mon premier couple de micros AKG C414, c'était pour un anniversaire, je ne sais plus quel âge j'avais. Parce que je faisais des enregistrements, je faisais des vidéos, mais j'avais pas vraiment le bon matos. Et puis je me disais non, mais ça coûte cher, machin. Bon, tu sais. Et puis en fait, c'est vrai que, merci à mes parents vraiment parce que. C'est des choses qui restent quoi. Et il faut avoir quand même un certain matériel, je pense, pour vraiment essayer de faire ça bien quoi. Et le placement des micros, tout ça, je te dis, le montage audio, j'en faisais quand j'étais gamin, donc ça n'a jamais vraiment été compliqué. Plus, couper la guitare classique, c'est plus facile. C'est super simple. Le seul truc, c'est il faut trouver une pièce qui réagit bien. Donc j'allais dans les églises, des choses comme ça, les salles de concert. Et le placement des micros, vraiment, c'est de l'expérimentation totale. Parce que tu vas chercher des conseils à droite à gauche d'ingé son qui sont incroyables et ils vont tous te dire des trucs différents. Quoi. Ah ouais? Ouais. Et puis pour la guitare classique, donc c'est... là, j'ai fait un mastering avec Mike Savrou, c'est un mec qui a fait l'ingé son chez John Williams pendant 11 albums. Il a fait 11 albums de John Williams et il m'a donné son livre et tout. Et c'était, il faut trouver le bout de la flamme. Alors déjà quand t'enregistres tout ça c'est compliqué tu vois, mais en fait c'est quand t'enregistres quelqu'un, en général j'ai quelqu'un qui joue ma guitare juste comme ça tu vois, et tu places tes oreilles et t'as vraiment là il y a trop de basse, là c'est pas mal, et là t'es trop loin, t'es plus défini et boum t'es là quoi, et c'est là que je mets mes micros en général. D'accord.
Je les mets comme ça, enfin beaucoup de fois je les mets vraiment devant. Tu mets juste un couple, tu fais tout avec un couple, ouais. Toujours le couple, ouais. Parce que l'imitation de trucs, en général, je vais quelque part, j'ai une carte son avec 2 entrées, voilà, j'ai pas envie de me trimballer 4 micros. Et puis ouais, XY ou alors XY, ou alors maintenant je fais beaucoup de mid-side. MS. MS, ça s'appelle, mid-side. Tu mets le micro en cardioïde sur toi, et l'autre tu le mets en figure 8. Ah, je connais pas. Ouais, et après en post, tu doubles, tu fais un clone de cette piste en 8, et comme ça tu as les deux côtés, et tu les mets en panoramique, et tu peux régler la salle en fait. D'accord. Et ça, vraiment, ça donne une profondeur incroyable. J'ai fait mon dernier comme ça, mon dernier album, et j'ai enregistré la cathédrale. J'avais fait ça l'année dernière dans mon bureau aux États-Unis, comme ça, en MS. Et là, il faut mettre un peu de reverb fausse, hein, normal. Mais la reverb, tu la mets juste sur la machin, tu ne mets pas au milieu en fait. Donc tu as vraiment un signal hyper clair au milieu, et puis après, tu peux régler voilà, ta salle. Et je t'invite à aller écouter parce que franchement, c'est dans le bureau, mais c'est assez bluffant. Le son est vraiment bien, quoi. C'est là que j'ai commencé à faire du MS. Je me suis dit, ça y est, converti. Bon, tous les plus techniques apprécieront en tout cas. Et même après le côté, comment est-ce qu'on sort son disque, tu vois, parce que tu as la piste, mais après comment ça se passe? Est-ce que c'est si facile que ça de le mettre sur je sais pas. Spotify, tout ça, non? Je sais pas. C'est pas toi qui fais ça? Si, c'est moi qui fais. Mais je sais pas comment on sort un disque. En fait, ça c'est super simple. Tu vas sur n'importe quel distributeur en ligne, tu payes 20 balles et voilà. Ok, donc tout le monde en fait, en faisant aujourd'hui. Ah oui. Moi je dis ça à mes élèves, hein, tout le temps. T'enregistres un truc, mets-le sur Spotify, machin. Enfin, ne fais rien qui soit pas monétisé en fait. Même si c'est 5 centimes, hein, c'est pas très grave. Mais bon, voilà, il faut toujours être dans l'esprit, quoi. Tu t'enregistres un truc, c'est pas juste, voilà. Tu le mets sur YouTube, tu vas avoir des vues, tu le mets sur Spotify, tu vas avoir, tu vois, bon, après... Moi, je sais pas comment on arrive à avoir des gens qui écoutent ça. Ça, c'est qui est différent. Qu'est-ce qu'ils font là? Mais les mettre sur Spotify, c'est très simple. Tu vas sur machin, tu écris le titre, tu mets ta piste et c'est fini. Après, trouver les mecs qui les écoutent, ça, c'est là, je sais pas. Et alors, parlons un petit peu aussi dans ce côté des merdards. Pourquoi est-ce que tu es arrivé à faire le support alors? Le repose-pied te convenait plus? Non, ça me convenait plus. Ça me faisait mal au dos. Ouais, ça me faisait mal au dos, ça me cassait la jambe ici. En fait, tu sais, j'ai fait une radio de mon dos pour autre chose. J'avais mal au dos, j'avais fait de la gym. J'ai fait mal au dos, je suis allé, mais vous avez, ça s'appelle scoliose. Scoliose, ouais, le dos tordu, quoi, comme ça. Voilà, et ça, c'est le repose-pied. Ah ouais. En fait, quand tu es comme ça, tu as le bassin qui est comme ça, et du coup, tu as la colonne qui part et qui doit se remettre droit. Du coup. Voilà, ça veut dire que quand tu es droit, de toute façon, tu as un peu la colonne comme ça, quoi. Et ça, c'est vraiment le truc du repose-pied. Après, j'avais vraiment... Ça me coupait tout le temps, sur scène même, sur des pièces longues, je ne pouvais pas me lever, quoi. T'avais le sang qui se coupait? Ouais, les fourmis dans les jambes, tu sais, ou si tu te lèves, tu tombes, quoi. Donc, il fallait que j'attende comme ça, merci beaucoup. Super cool. D'accord. Et puis, la tête comme ça, quoi, tout le temps. Et je me disais, tiens, j'en ai marre, je regarde les supports. Et puis, je les ai tous essayés. Mais j'avais vraiment pas le truc du repose-pied, la stabilité en fait, parce que la majorité des supports, ils lèvent la guitare, c'est très bien. T'as la guitare qui est haute comme ça, mais là ça glisse, quoi. Alors t'es obligé de mettre un truc. Antidérapant, t'es obligé vraiment bien de la tenir ici. Enfin, à chaque fois que je prenais un truc comme ça, j'avais vraiment l'impression que je devais jouer beaucoup plus fin. Enfin, pas fin, mais parce que j'aime bien tirer la guitare, tu vois. Je fais un peu le bourrin des fois, je me mets dedans, tu vois. Et là, le repose-pied, en fait, tu peux vraiment caler la guitare. Tu sais, j'avais pas trouvé ça. Donc, j'ai essayé plein de trucs. Et après, je me suis dit, tiens, je vais faire un truc comme ça. J'en avais essayé un qui était à peu près pareil, avec aussi un truc comme ça. Mais qui était pas, ça me donnait pas vraiment le... Il y avait des trucs qui allaient pas, quoi. J'ai pris, je suis allé sur Amazon, j'ai acheté une plaque de plexi. Ok. Je suis allé dans la cave, j'ai pris ma scie sauteuse, j'ai dessiné le truc. Avec une scie sauteuse, on peut couper du plexi. Ouais, il faut une lame spécifique pour le plexi, parce que la première lame, en fait, elle est assez collée dans le truc. Voilà. Bon, t'arrives à couper quand même, et la perceuse, je me suis foutu des trous comme ça. J'ai fait ça, j'ai mis la sangle, parce que ça, c'est vraiment le truc qui fait que ça, c'est... dans d'un plexi bien épais, avec les ventouses proches du bord. Ouais. Comme ça, il y a beaucoup moins de jeu qui est sur beaucoup de supports. Là, tu
puis je le prends comme ça. Donc en fait, tu mets ta guitare, mais la guitare elle bouge sur le support. Alors c'est pas stable. Toi, tu es avec ton repose-pied. Du coup, je me suis fait ça avec voilà, ma scie sauteuse dans le truc. Et j'ai joué comme ça pendant les années. Au concert, j'avais mon truc, voilà, homemade, tu vois. Ok. Bien dégueulasse, vraiment, vraiment le truc. Avec là, c'était même pas ça, c'était du truc pour d'isolation de tubes, là, tu sais, pour dehors. Oui. Le truc comme ça, tu vois. Ok. Enfin, ça faisait pneu, tu vois. Et les gens me demandaient, mais c'est quoi, Ok. machin, ton truc? Alors, je leur montrais, où est-ce que je peux l'acheter, où est-ce que je peux l'acheter? Mais tout le temps, tout le temps. Tout le temps, d'accord. Et c'était pas, voilà, je me suis dit pas, tiens, je vais commencer ma fabrique de support, tu vois. Mais j'avais tellement de demandes en fait. Au bout d'un moment, je me suis dit bon, et puis là, c'était l'année dernière en fait, quand j'ai quitté Peabody, je me suis dit tiens, bon ben, J'ai un peu de temps. voilà, je vais faire. Et vraiment, sur un peu surlié comme ça, je l'ai mis au propre, on l'a envoyé à un G, il nous a fait ça, je l'ai envoyé à la fabrique de là où ils découpent les lasers là, et puis c'est super quoi. Et je joue avec, et du coup, bon, c'était énormément de travail pendant un an pour Ouais, parce que là, créer ça a une l'air facile compagnie. pour se dire, ouais, j'ai mis Ouais. mes trucs là, mais tout, mais il y a beaucoup d'essais, etc. Quoi. Ouais. Donc, Ah ouais, bah c'est- déjà, bien sûr, là, il y a eu énormément de Il y a combien de prototypes. prototypes pour arriver à ça? Il y a un an de prototypes, on va dire. Il y en a beaucoup. La première version, c'était du 10 mm, c'était comme ça. C'était tout carré. Ok. J'avais fait un trou au milieu pour laisser passer le dos de la Smallman, tu vois. Ouais, parce qu'il y a des guitares qui ont Ouais, le ouais, dos ouais. arrondi, Et ouais. du coup, ça, je l'ai fait comme ça aussi. Comme ça touche pas trop la guitare. Ça touche un peu le bord ici, mais en général, c'est au bord. Du coup, ça laisse le dos vibrer assez bien. Et toi, tu le touches pas non plus, le dos. Parce qu'avec le repose-pied, tu as la guitare comme ça. Donc, ça laisse un peu la guitare vibrer un peu mieux. Mais ouais. Voilà, essayez-le, quoi. En tout cas, c'est sur ton Ouais, site, ouais, ouais, le ouais. support, sur Instagram, tout ça. Ouais, carrément. Instagram est sûr. Et en fait, ça a bien explosé là l'année dernière, donc c'était cool. Donc voilà. Et le temps passe, le temps passe. Oui. Mais j'ai plein de petites questions un petit peu, mais s'il y avait un... Qu'est-ce que je peux te poser comme question? Je J'en ai fais plein. rapide. Vas-y. Ouais, mais... 3 mots. Ok. C'est quoi la chose dont tu es le plus fier? La chose dont tu es le plus fier? La chose dont je suis le plus fier, bah mon fils. Bravo. Facile. Mon fils Théo. C'est quoi, est-ce que tu as des choses que tu aimerais améliorer, que ce soit dans ton jeu, Ouais. dans ta vie en général? Tu vois, qu'est-ce que tu... Dans la guitare spécifiquement, c'est vraiment ma connaissance du manche qui est vraiment nulle. Enfin, c'est moins nul que ce qu'elle s'est noté, mais c'est pas tout à fait ça, quoi. J'ai un pote, Michael Valeanu, qui est un guitariste de jazz là, ici à Paris, qui est vraiment très très fort. Il m'avait filé quelques cours de jazz. Ok. Et vraiment, c'est waouh. C'est du calcul mental en fait, et ça, j'arrive vraiment pas. Donc ça, j'aimerais bien m'améliorer un peu là-dessus. Voilà, dans ma vie, il y a tellement de trucs. Bon, ça prendra trop longtemps. Pour terminer, comment est-ce que tu arrives à progresser quand même, encore maintenant, avec moins de temps pour la guitare, etc. Est-ce que tu sens que tu arrives encore à progresser Progresser, oui, parce que je comprends un peu plus l'instrument. Musicalement, et puis en écrivant ma propre musique maintenant en fait, ouais. Après progresser, je sais pas, tu sais, quand je réécoute des vieux enregistrements, je me dis putain, c'est qui, il jouait bien. Et bon, ça c'est le travail quoi. Après, ouais, je pense progresser dans la tête, de toute façon. Ouais. J'essaie de pas dégraisser dans les doigts déjà. Ouais, c'est une bataille déjà. Déjà c'est une bataille, voilà. Ok, ben, merci à tous d'avoir suivi cette interview avec Thomas. J'ai oublié de vous rappeler qu'on est ici à la Guitaria, évidemment, un magasin à Paris où vous pouvez essayer plein de guitares, dont celle-ci. Vous pouvez acheter des partitions, vous pouvez prendre un café avec Orlando, Fred, José. Vous êtes toujours bien accueillis. C'est vrai. Donc n'hésitez pas, c'est quand même la boutique centrale à Paris pour la guitare classique. Et on est très heureux de faire les interviews ici. Donc on remercie Orlando qui nous a ouvert la Guitaria quand c'est fermé. On a dit Maxime qui est derrière les caméras et qui appuie sur les boutons. Et puis n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez ce genre de vidéos, parce que si vous découvrez la chaîne, là, vous allez pouvoir voir qu'il y a beaucoup d'interviews qu'on a faites ici et qui sont avec les plus grands guitaristes classiques français. Donc au revoir et belle musique à vous. Merci Thomas. Benjamin.